Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mercredi 1er décembre. Voici les titres. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Ce matin, des dépistages rapides ont été menés à cette occasion à l'université Versailles-Saint-Quentin. Le nombre de tests en France a largement reculé en ces temps de crise sanitaire. Moins 650 000 en un an. Nous recevrons également Edi Haït, vice-président d'élus locaux contre le sida. Sa mission, accompagner les personnes âgées seules et démunies. Cela fait 30 ans que l'association des Petits Frères des Pauvres œuvre sur le territoire de Plaisir-les-Clés-sous-Bois. 35 bénévoles font vivre cette antenne locale mobilisée auprès d'une trentaine de bénéficiaires. Et depuis un an, certains élèves de l'école élémentaire Marcel Pagnol de Coignères suivent un cours particulier. Tous les jeudis, ils s'entraînent aux échecs. Ces séances se déroulent en présence d'un spécialiste. L'objectif, améliorer les compétences des enfants. Tout à l'heure également, la suite de notre dossier de la rédaction consacré à la lutte contre les violences conjugales. Focus ce soir sur l'Étincelle à Montigny-le-Bretonneux, un accueil de jour pour les femmes victimes de violences. L'une d'elles a accepté de témoigner. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, HF Prévention Santé et le Crous de Versailles organisé une action de dépistage. Selon un sondage IFOP, les jeunes en savent de moins en moins sur le VIH. HF Prévention alerte sur les conséquences de ce manque d'informations. Les précisions de Mathilde Franco. 6 ans que HF Prévention Santé ne s'était pas rendu à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines pour réaliser des tests de dépistage du VIH. En raison du Covid, les campagnes ont été moins nombreuses selon le directeur. Ce dernier se montre très inquiet. Effectivement, on s'aperçoit qu'avec la crise Covid, il y a une vraie problématique sur le dépistage du VIH, puisque pendant presque 2 ans, il y a un retard de 43% de dépistage du VIH, ce qui a occasionné 14% de personnes séropositives qui n'ont pas pu être diagnostiquées l'année dernière. D'où l'importance d'augmenter le nombre de dépistages. Ces derniers sont gratuits et anonymes, et le résultat est connu en 1 minute chrono. Donc je vais lui piquer le petit bout du doigt avec la petite lancette. Je vais récupérer les gouttes de sang dans la petite poire qui va me permettre de pouvoir récolter le sang pour pouvoir le mélanger dans le produit numéro 1 qui est le diluant. Donc il faut bien diluer le sang pour que le sang puisse passer à l'intérieur de la membrane. Ensuite, le sang passé, je vais prendre le numéro 2 qui est le développeur. C'est lui qui va rechercher justement les anticorps passés à travers le sang. 6200 nouveaux cas de VIH sont recensés chaque année, dont 13% des personnes sont âgées de moins de 25 ans. Sensibiliser les jeunes est donc primordial puisqu'un quart des 15-24 ans pensent que le sida peut s'attraper en embrassant une personne séropositive. L'épidémie continue à faire des ravages, mais malgré tout, il y a aussi pas mal de gens qui ont l'impression que le VIH c'est pour les autres. Et notamment les jeunes. J'ai décidé de venir me faire dépister pour pouvoir montrer un petit peu à mes potes que c'était important de le faire, que c'était une bonne action et que ça pouvait être que bénéfique pour eux. En France, le virus du sida touche plus de 170 000 personnes. Et avec moi en plateau, Edi Haït, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Carrières-sous-Poissy, conseiller régional d'Île-de-France. Vous êtes aussi l'un des vice-présidents de l'association des élus locaux contre le sida, qui informe, sensibilise les élus, mais pas que, aussi les patients et le grand public. La crise sanitaire du Covid-19 a fait baisser drastiquement le nombre de dépistages, moins 650 000 tests entre mars 2020 et avril 2021, d'après Santé publique France. Êtes-vous inquiet ? Oui, je crois que la baisse inquiétante des dépistages doit nous alerter. Elle doit toutes et tous nous alerter, les acteurs et les actrices de la lutte contre le sida, car le dépistage est vraiment la clé de voûte de la lutte contre le sida. Et je voudrais vraiment saluer l'action menée par HF Prévention avec le Crous, car ce sont de telles initiatives qui doivent nous permettre de reprendre la main sur la lutte contre le sida. Aujourd'hui, on voit la nécessité à se remobiliser. Il y avait déjà avant la Covid beaucoup de méconnaissances sur le sida. Cela s'est aggravé. Cette pandémie de la Covid a tendance à chasser une autre pandémie qui est celle du sida. Une pandémie ne doit pas en chasser une autre, on doit vraiment travailler sur les deux aujourd'hui. Pourquoi est-ce primordial justement les dépistages ? On sait qu'environ 24 000 personnes vivent en France sans savoir leur séropositivité. Oui, en effet. Puis les cas diagnostiqués en Île-de-France, c'est 40% de ceux de la France pour 18% de la population française. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a un besoin de mieux informer, mieux former et diagnostiquer de manière plus régulière. La Haute Autorité de Santé préconise d'ailleurs une fois pour tous dans la vie un diagnostic général. Et pour les personnes ayant des relations avec des personnes de même sexe, tous les 3 mois environ, avec des régularités aussi pour des personnes plus à risque. Et donc je pense qu'il y a vraiment un discours grand public à tenir et c'est aussi le rôle et la mission que s'est confiée à l'élus locaux contre le sida. L'autre donnée inquiétante, c'est le nombre de personnes séropositives qui sont mises sous traitement, qui a également reculé, moins 20%. Finalement, c'est automatique par rapport à la dernière donnée
données qu'on donnait tout à l'heure. On sait aussi que les traitements permettent aujourd'hui pour les personnes séropositives de vivre avec une espérance de vie justement plutôt similaire à la population générale. Est-ce que vous craignez justement que moins de personnes mises sous traitement, ça puisse influer sur la mortalité du sida qui a fait depuis le début des années 80 38,5 millions de morts dans le monde? Est-ce qu'elle peut réaugmenter, repartir à la hausse? Oui, bien sûr, mais tout ça nous montre bien, tous ces chiffres, et aussi le fait de commémorer cette journée mondiale de lutte contre le sida, qu'on a besoin de faire des bilans, de faire des points d'étape, et de rappeler que cette maladie est toujours aujourd'hui présente, que ça n'est pas que pour les autres, et on doit avoir une attention particulière sur les jeunes. Moi, je suis particulièrement inquiet, en fait, de la méconnaissance absolue par nos jeunes des risques qu'ils peuvent encourir. Une méconnaissance, on l'a compris, qui a pu aussi grandir avec cette épidémie de Covid-19 qui a finalement entravé les progrès de ces dernières années sur le sida. Alors je disais, vous êtes le vice-président d'élus locaux contre le sida. C'est une association qui a été créée en 1995 par Jean-Luc Romero, qui est le premier élu à avoir parlé publiquement de sa séropositivité. Plus de 17 000 élus aujourd'hui ont signé le manifeste de l'association. Votre mission d'information, de sensibilisation, vous le disiez tout à l'heure, elle prend encore plus son sens en ces temps où peut-être on parle moins du sida. Oui, tout à fait. Déjà saluer l'action de Jean-Luc Romero, qui est un militant de la lutte contre le sida, pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui a une force et une détermination que j'ai rarement vue ailleurs, surtout pour un sujet dont au final personne ne veut véritablement parler. Et donc oui, nous avons avec élus locaux contre le sida une responsabilité particulière, qui est celle de mieux sensibiliser les élus, les grands publics. Les élus ont prouvé avec la crise de la Covid, les maires en particulier, qu'on pouvait investir le champ de la santé publique. C'est un échelon pertinent, la municipalité, la collectivité territoriale. On a ouvert des vaccinodromes, on a distribué des masques, on a mené des politiques de prévention, accompagné les ARS. Tout cela peut être fait aussi pour la lutte contre le sida. C'est la mission que s'est confiée élus locaux contre le sida et qui regroupe toutes ces collectivités engagées autour d'un label qui s'appelle Ville engagée contre le sida. Et je vois à Carrière, on a illuminé l'hôtel de ville en rouge en hommage aux victimes du sida, on a monté une exposition, distribué des quiz, distribué des préservatifs, sensibilisé, rappelé que cette maladie était toujours là, présente. On est entre la Covid, le Téléthon qui s'annonce. Tout ça n'est pas très évident pour les gens qui vivent aujourd'hui dans un contexte un petit peu anxiogène. Néanmoins, nous pouvons avoir de l'espoir dans la lutte contre le sida si nous restons toutes et tous mobilisés, car la lutte contre le sida ne peut plus attendre. Et une épidémie en plus qui dure depuis plus de 40 ans désormais. Alors votre idée, c'est de dire que le sida n'est dit ni de droite ni de gauche, mais se soigne aussi avec la politique. Comment la politique peut-elle justement aider dans cette lutte ? Mais parce que les maires ont conscience qu'ils ont une responsabilité particulière en matière de santé publique. L'État est central, mais nous pouvons aussi agir. Et cette association, elle est assez exceptionnelle. Elle est d'ailleurs assez inédite aujourd'hui dans le paysage français des associations d'élus, parce qu'elle est véritablement transpartisane et elle rassemble vraiment des élus de droite, de gauche et du centre et des écologistes. Et donc oui, le sida se soigne aussi par la politique, parce que l'action publique permet de trouver des solutions, permet de sensibiliser, permet de transformer. Quand un conseil communal d'action sociale, un CCAS, accompagne par des aides exceptionnelles des personnes en précarité parce qu'ils sont atteints du sida, parce que nous sensibilisons nos policiers municipaux à la manière d'aborder les malades, parce que nous mettons à disposition des appartements relais, tout ça contribue à lutter durablement contre le sida. Il nous reste un peu moins d'une minute. Si vous avez un message à faire passer en cette journée de lutte contre le sida ? La lutte contre le sida ne peut pas attendre. Soyons toutes et tous mobilisés le 1er décembre, mais tous les autres jours de l'année. Merci Eddy Haït d'être venu en plateau. Je le rappelle, maire de Carrière-sous-Poissy, conseiller régional d'Île-de-France, et vous êtes également l'un des vice-présidents de l'association des élus locaux contre le sida. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Dans l'actualité politique, Gérald Darmanin était ce mardi à Sartrouville lors d'une réunion publique sur le thème de la sécurité. Le ministre de l'Intérieur a répondu aux questions directement posées par les citoyens. C'était à l'invitation de la députée des Yvelines, Yaël Braun-Pivet. Retour sur la soirée avec Céline Charles. Je voulais vous poser la question, que peut faire un ministre de l'Intérieur pour que la sécurité cesse d'être un sujet prioritaire pour les Français ? Ils étaient plus de 150 à venir poser leurs questions lors de la 27e réunion publique de Sartrouville, en présence de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et de la députée des Yvelines, Yaël Braun-Pivet. Sujet phare de départ, la sécurité. Si on a créé l'État, c'est pour garantir la sécurité de nos concitoyens. C'est consubstantiel à l'État. On n'a pas créé l'État pour l'économie, on n'a pas créé l'État pour la santé, on n'a pas créé l'État pour
la vie touristique. C'est un des thèmes qui se dégage dans la campagne électorale à venir, même si ce n'est pas le premier centre d'intérêt des Français, même si ce n'est pas le seul thème, ça fait partie de ces thèmes. Et c'est le cadre d'intervention du ministre de l'Intérieur. Délinquance chez les jeunes, drogue, force de l'ordre, immigration ou encore vaccination, les thématiques abordées étaient multiples. Répondre directement aux questionnements et inquiétudes des citoyens, un format participatif qui permet une proximité entre élus et population locale. Je suis élue municipale à Montesson et que je trouve que c'est fantastique d'organiser des réunions où il y a de l'échange, de la proximité. Et donc je suis ravie d'avoir été là. Et puis en plus j'ai appris des choses et je trouvais ça très bien. Quand vous faites de la politique, vous représentez les citoyens. Ils vous donnent un mandat pour agir en leur nom. Et donc la moindre des choses, c'est de venir régulièrement devant eux pour leur parler et pour avoir cet échange. Très intéressée et vivement intéressée par notre ministre de l'Intérieur. Je voulais voir ce qu'il en était au niveau du sujet. Je voulais voir s'il allait y avoir beaucoup de monde. L'occasion pour le ministre de revenir sur les mesures phares du quinquennat d'Emmanuel Macron à 5 mois de l'élection présidentielle. 2h30 d'échanges, des réunions qui devraient se poursuivre encore dans le futur avec de nouveaux invités. Cela fait désormais 30 ans que l'association des Petits Frères des Pauvres œuvre pour les personnes âgées isolées à Plaisir, Les Clés-sous-Bois, mais aussi Guyancourt et Villepreux. Créée en 1991, l'antenne locale compte désormais 35 bénévoles qui accompagnent une trentaine de personnes âgées souffrant de solitude et de précarité. Le reportage de Céline Charles et de Mickaël Elmidoro. 30 ans d'accompagnement, c'est ce que fête cette année l'antenne locale Les Petits Frères des Pauvres. À l'occasion, bénévoles et personnes âgées se sont réunis pour célébrer et donner un coup d'œil dans le rétroviseur de toutes ces années au service de nos aînés en situation d'isolement. À l'époque, comme je vous disais tout à l'heure, à l'époque où on a plein de réseaux sociaux, eh bien, il faut des associations comme ça. Il faut mettre de l'humain. Il faut aller voir les gens, discuter avec eux, essayer de régler leurs problèmes. Il y a de plus en plus de gens qui sont seuls. Depuis sa création, l'association vise à soutenir les personnes âgées à domicile ou en institution en organisant des visites, des rencontres, des sorties ou encore des mini-séjours. L'émission, c'est principalement de se rendre à domicile chez les personnes âgées donc, qui habitent seules afin de leur donner un petit peu de bon temps, de discuter avec elles. Et en plus de ça, donc, il y a des actions collectives. J'ai 2 bénévoles en permanence qui viennent me voir chaque semaine. Ensuite, on a les activités au local. On a évidemment les anniversaires avec petits gâteaux et cadeaux. En France, une personne âgée sur 4 souffre d'isolement. Parmi celles-ci, 300 000 sont en état de mort sociale. Avec le confinement qui a fragilisé les liens, l'association est plus que jamais nécessaire. Je pense que la crise sanitaire a fragilisé les personnes âgées. Elles sont encore plus isolées qu'avant. Et il y en a beaucoup qui ont du mal à refaire surface, à revoir du monde, à ressortir, à se resocialiser. Ça nous permet de rire et puis de voir le rompre, je ne dis pas la solitude, mais l'ennui. Comme chaque année, une fête de Noël est prévue avec un repas, des animations et une distribution de cadeaux le 23 décembre prochain. À la suite à présent de notre dossier de la rédaction depuis la semaine dernière, nous abordons la thématique des femmes victimes de violences. C'était la journée internationale de lutte le 25 novembre dernier. Ce soir, focus sur l'Étincelle, cet accueil de jour départemental est réservé aux femmes victimes de violences. Les locaux se situent à l'Équinoxe, le centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Montigny-le-Bretonneux. Plus de 300 femmes sont passées par ce centre, dont Chimène. Elle raconte son histoire au micro de Célia Gatsongo. Ce sourire traduit la fin d'un calvaire. Chimène a 35 ans. Durant 3 années, son mari l'a battue. Mariée en 2014 au Cameroun avec cet homme qu'elle croyait être l'homme de sa vie, elle aura eu 3 enfants. Mais petit à petit, le prince charmant est devenu un monstre. Quelques gifles et quelques coups. J'étais enceinte. Et peut-être j'aurais pu stopper ça au début, mais je me suis dit que peut-être c'était une erreur, peut-être il a compris, après parce qu'après il s'est excusé qu'il ne fera plus jamais. Donc j'ai compris que peut-être ça lui a passé, il n'a pas pu se maîtriser et peut-être que c'était moi aussi qui étais la cause. Ce sentiment de culpabilité exacerbé par ses proches jusqu'à sa propre belle famille. Chaque fois peut-être qu'il commet des actes comme d'infidélité, des actes infidèles ou bien une violence, on me fait comprendre que ça fait partie d'un foyer. C'est ça qui fait en sorte que si tu arrives à surmonter tout ça, c'est ça qui montre que tu es capable de gérer un couple.
Elle n'a reçu durant ces années aucun soutien, cachant ses actes de violence à sa famille par peur d'être jugée. Je voulais rester parce que pour moi, le mariage c'était quelque chose de sacré. Une fois que vous êtes marié, vous devez tenir jusqu'au bout. Et j'avais honte et peur qu'on dise que j'ai échoué ma vie. Parce que c'est ça chez nous, lorsque vous divorcez. Je ne voulais pas faire les enfants avec plusieurs hommes. Moi, il fallait tenir jusqu'au bout. S'il fallait me sacrifier pour mes enfants, je le ferais. À chaque retour de France où il vivait une partie de l'année pendant 5 ans, son mari faisait subir une violence physique et psychologique à Chimène. Pour lui, la femme doit faire le ménage et s'occuper de ses enfants, ce qu'elle n'acceptait pas. Octobre 2019, suite à un regroupement familial, elle vient finalement s'installer en France avec son mari. 3 mois de cauchemar. Il tapait sur moi, il me traînait, il me tirait par les pieds et il me jetait dans la chambre. Alors qu'elle subit une nouvelle grossesse non désirée, elle trouve la force de prendre la fuite. En pleine nuit, réfugiée chez ses sœurs, elle rencontre finalement une assistante sociale. Elle trouve refuge ici, dans cet accueil de jour départemental des Yvelines pour les femmes victimes de violences. Franchement, j'ai été accompagnée, il faut dire, parce que quand je suis arrivée ici, j'étais sans repère, j'étais très abattue. J'ai d'abord eu beaucoup de réconfort. Ils vous accompagnent aussi avec votre procédure. Depuis, Chimène a porté plainte et a enclenché une procédure de divorce. Le jugement est en attente. En janvier prochain, Chimène devrait entrer en formation pour devenir aide-soignante. Des centaines de femmes victimes de violences comme Chimène poussent la porte de cette structure. 2 travailleurs sociaux spécialement formés les accueillent. Nous avons la chance de travailler en partenariat. Cela signifie que la personne qui va franchir notre porte va pouvoir trouver au sein même de l'établissement, par des permanences, une aide, qu'elle soit juridique ou bien psychologique. Ce centre financé par l'État existe depuis 6 ans et a permis à de nombreuses femmes victimes de violences de les accompagner vers une vie meilleure. Suite et fin de notre dossier demain jeudi dans le journal avec le volet juridique. Enfin, depuis 1 an, les élèves de l'école élémentaire Marcel Pagnol suivent des cours un peu particuliers à Coignères, des ateliers d'échecs tous les jeudis. L'objectif, c'est de développer et de renforcer des compétences transversales. Ces jeunes se préparent pour le championnat académique qui a lieu en mars prochain. Céline Charles. Entraînés par le joueur et animateur diplômé de la Fédération française des échecs Claude Chéron, ces élèves de CM2 s'adonnent une fois par semaine à un cours un peu original, des parties d'échecs. Après une présentation théorique sur un échiquier mural, les élèves se lancent en duo, une initiative qui semble plaire à ces enfants. J'adore ce jeu parce que je le fais depuis que je suis toute petite. Je joue avec mon grand-père. J'adore, mais parfois, quand je ne sais pas quoi faire, c'est stressant parce que j'aime pas trop perdre. C'est très important de faire ce genre de jeu, surtout qu'ils ne sont plus habitués à jouer, moins habitués à jouer à des jeux de société, et surtout des jeux de société de ce niveau qui sont vraiment complexes. Un jeu qui possède de nombreux bénéfices. Il invite les élèves à la réflexion, la stratégie ou encore la mémorisation. C'est un jeu de stratégie et aussi c'est des réflexions, tu dois réfléchir avant de jouer. Et du coup ça t'aide aussi dans les devoirs ou à l'école. Parce que je trouve on s'amuse beaucoup avec nos amis. On joue ensemble et ça nous aide à réfléchir, à nous concentrer. Quand vous apprenez, et ça c'est très important, que vous apprenez le jeu d'échecs en milieu élémentaire, lorsque vous arrivez au collège, eh bien, vous avez beaucoup plus de facilité donc à mémoriser et à comprendre les choses. Certains élèves surprennent. Victor peut, selon ses camarades, faire un échec et mat en 4 coups, dit le coup du berger. Espoir de la classe, il est souvent sollicité par l'animateur pour enseigner aux autres. Il a vraiment un quotient qui lui permet donc d'apprendre aux autres élèves. Et je compte sur lui parce que ce garçon, il m'aide déjà dans cette activité pour montrer aux autres. Le 22 mars prochain, les élèves affronteront à domicile les champions de France sortants lors du championnat scolaire académique d'échecs. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le 7-8 Société. Mélanie Poquet parlera avec ses invités du Téléthon 2021 au programme en fin de semaine. Et cette année encore, les communes yvelinoises sont largement mobilisées. Belle soirée avec TV78.